Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire de la segmentation d'images avec l'algorithme de K-moyenne. Pour ça, il va donc me falloir des images et je vais prendre les fameuses images du test d'Ishihara. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Voilà ces images. Alors, elles ont été imaginées par un ophtalmologiste japonais qui s'est spécialisé dans les troubles de la vision qui affectent la perception des couleurs. Donc il a imaginé ces tests où on voit ici un 5 écrit en vert, qui est assez difficile à lire, mais c'est le but. Donc on a un fond en jaune, rouge, et ici ce chiffre en vert. Certaines sont plus difficiles à voir que d'autres. Là on a un 73, alors on a à peu près les mêmes couleurs. Ici c'est beaucoup plus simple. Il y a un contraste et surtout des différences de couleurs plus grandes, et d'autres sont plus dures à lire. Celle-là est peut-être un peu plus dure à lire. Voilà, celles-ci sont un peu plus dures à lire. Donc c'est ce genre d'image que je vais essayer de segmenter dans cette vidéo. On va essayer donc de séparer le fond du chiffre, histoire de rendre ça beaucoup plus lisible. Passons directement aux choses sérieuses et allons voir ce qu'est cet algorithme des K-moyennes ou K-means en anglais. Je suis ici sur un site qui permet une simulation de cet algorithme, donc je vous laisserai bien sûr l'adresse dans la description de la vidéo. On va dans un premier temps oublier les deux gros points ici, le gros point rouge ici et le gros point bleu ici. Et on va dire que les points qui sont là sont nos données. Peu importe ce que représentent ces données, il faut faire abstraction de tout ça en mathématiques. On a juste des données ici en 2 dimensions. Mais cet algorithme peut marcher dans un nombre de dimensions plus grand. Donc on a un groupe de données ici et un groupe de données qui est ici. Ce que l'on remarque, c'est que ici, ces deux groupes de données donc, semblent être séparés. Donc, en anglais, on va dire qu'on a 2 clusters, ça veut dire 2 ensembles de données. Et ce que l'on aimerait, c'est avoir un algorithme qui nous permette d'identifier ces 2 clusters, qui nous permette d'identifier ces 2 groupes. Et c'est ce que permet donc l'algorithme des K-moyennes. C'est un algorithme qui est itératif, et donc ce que l'on va commencer par faire, c'est justement choisir 2 points. Donc là on voit le gros point bleu qui est ici et le point rouge qui est ici, et ce sont des 2 points qu'on appelle très souvent centroïdes. Ces centroïdes vont être les points qui sont censés représenter les clusters. Donc là on les choisit de façon complètement aléatoire au début. Une fois que l'on a ces 2 centroïdes, ce que l'on va faire, c'est calculer la distance pour chacun des points, calculer la distance à chacun de ces centroïdes. Et on va rattacher le point au centroïde le plus proche. Donc ça va donner ça sur cette toute première étape. Les 4 points bleus qui sont ici sont plus proches du point bleu, et tous les autres points rouges sont plus proches du point qui est ici. Une fois que l'on a fait ça, on va calculer le centre de gravité des points bleus ici et le centre de gravité des points rouges ici. Et le centroïde du cluster rouge et le centroïde du cluster bleu vont être déplacés sur ce centre de gravité. Une fois que l'on a ces nouveaux centroïdes, on va refaire exactement la même chose. Donc on va repasser sur tous les points, voir les affecter au centroïde le plus proche et recalculer encore une fois le centre de gravité jusqu'à convergence totale de l'algorithme. Donc là, on va regarder ce que ça donne déjà sur la première étape. Donc là, le point va se déplacer un petit peu au milieu de ces 4 points. Et ici, on va sûrement se déplacer par là, mais probablement un peu plus par là, puisqu'on a plus de points rouges ici que ici. Donc le nouveau centroïde devrait être à peu près par là. Voilà, donc là on voit qu'on s'est déplacé. Et on va réaffecter les points maintenant en fonction des distances. Donc là, ce point ici devrait être affecté au centroïde bleu qui est là. Donc ici, normalement, presque tous les points devraient être affectés au bleu qui est ici, je suppose. Donc on va voir, on va aller à l'étape suivante. Voilà, donc là, on voit que ici, le bleu a récupéré quasiment tout ce qui est ici. Et ici, on a récupéré quasiment tout ce qui est ici. Et là, on voit que l'algorithme converge très très vite parce qu'en 3 itérations, on a déjà réussi à séparer ces 2 clusters de points.
Vous pouvez réinitialiser les données en cliquant ici. Vous pouvez ajouter des points. Donc là, on peut soit rester cliqué, soit cliquer comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait un trait jusqu'ici, mais c'est juste un petit bug. Lorsqu'on lance l'algorithme, voilà, on voit qu'il est en train de converger ici. On peut en rajouter pendant la convergence. On voit que ça fait bouger les points. On peut aussi, bien sûr, changer le nombre de clusters. Donc, par exemple, on peut en mettre 3 ou 4. Et on relance. Donc, voilà comment il va séparer ici les données. Alors une petite remarque, l'algorithme n'est pas toujours déterministe. Il peut arriver des fois qu'il sépare. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en évidence. Il se peut que de temps en temps, il fasse une séparation qui soit un peu différente. Par exemple là, il a fait deux groupes à droite et à gauche. Je vais réinitialiser. Voilà, il est possible que là il fasse haut et bas. Donc de temps en temps, il va donner des résultats un peu différents, mais il faut dire que là, les données, les deux résultats pourraient être à peu près valables. Donc il n'est pas toujours déterministe, mais tout de même, la grande majorité du temps, il donne des résultats qui sont parfaitement identiques. Concernant le nombre de clusters, dans cette vidéo, je vais le choisir. Assez souvent, on le choisit à l'avance. Mais il faut savoir qu'il existe bien sûr quelques algorithmes, méthodes, pour déterminer le bon cas sur un jeu de données. Je ferai une vidéo, il existe certains coefficients qui permettent de nous aider dans ce choix. Donc je ferai une vidéo, mais dans celle-ci, je vais faire des tests avec k égale 2, k égale 3 et k égale 4. Bien, juste pour finir sur ce petit simulateur, alors ici, vous avez d'autres configurations de données, sachant que vous pourrez toujours y rajouter des points, hein. C'est très simple à faire, avec des configurations des fois un peu bizarres. Alors là, on n'a pas vraiment de cluster, mais on peut tout de même faire tourner l'algorithme dessus. Et on a cette configuration aussi qui est un peu bizarre. Mais voilà. Donc là, par exemple, on voit 4 groupes de points. Alors, on va juste voir ce que ça donne. Voilà, ils convergent vite. Quand on met le bon cas, en général, l'algorithme vraiment trouve la réponse très rapidement. Donc voilà pour cet algorithme. Petite digression sur ce type d'algorithme. C'est un type d'algorithme qui permet de gérer ce qu'on appelle des problèmes de séparabilité. Alors des problèmes de séparabilité, il y en a pas mal et les applications sont très nombreuses. Les réseaux de neurones sont en quelque sorte des machines à séparer les données. Par exemple, si on leur donne à apprendre des images IRM en leur indiquant quelles sont les images IRM sur lesquelles il y aurait par exemple des tumeurs et des images sur lesquelles on aurait des patients ça, eh bien le réseau de neurones va être capable de séparer ces deux données, donc de classer, de mettre ces données dans des ensembles différents. Donc là on a un énième exemple d'algorithme qui règle un problème de séparabilité. Et souvent, lorsqu'on a ces problèmes à gérer, on a une valeur à minimiser. Ici, ce que l'on a à minimiser, vous l'avez compris, c'est la distance entre les points d'un cluster et le centroïde qui représente ce cluster de points. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est minimiser toutes ces distances. Une fois qu'on a minimisé ça, on a atteint notre objectif, on a bien isolé des groupes de données. Alors, j'ai un algorithme qui me permet d'isoler des données et j'ai des images donc de mon test d'Ishihara. On a un fond avec certaines couleurs et on a un chiffre qui est écrit d'une autre couleur. Donc normalement, avec cet algorithme, on devrait pouvoir isoler le chiffre du fond et arriver à lire plus facilement ces images. Avant, il va falloir parler espace colorimétrique. Alors, un espace colorimétrique permet de représenter une couleur. On peut, lorsqu'on stocke cette information, comme toute information, on peut stocker une information de différentes manières, et l'information de couleur n'échappe pas à ça. On peut avoir différentes façons de stocker cette information. Donc la plus connue, par exemple, des informaticiens, c'est l'espace colorimétrique RGB. Pourquoi? Ça vient tout simplement des écrans qui ont 3 faisceaux, 3 LED selon les technologies. Un rouge, un bleu, un vert, et à partir du mélange de ces 3 couleurs, on arrive à refaire à peu près n'importe quelle couleur. Bon, moi j'ai tendance à appeler ça
l'espace colorimétrique du peintre, parce que c'est exactement ce que ferait un peintre. Il mélange des couleurs primaires, et avec ces quelques couleurs primaires, il arrive à refaire toutes les couleurs. Cet espace colorimétrique RGB n'est pas le plus adapté pour ce genre de problème. Aujourd'hui, je vais en tester 3 autres, et donc on va voir rapidement ces trois espaces colorimétriques. Premier espace colorimétrique, l'espace HSV. Là, on a une façon très différente de stocker l'information de lumière. On l'avait déjà vu dans le tutoriel sur InRange, une fonction de la librairie OpenCV. Là, il y a une couche qui nous donne un code couleur. Donc voilà le code couleur. On va de 0 à 360. Donc on indique ici, par exemple, si on veut du jaune, on sera autour de 50. Si on veut du bleu, on sera autour de 240. Donc on a déjà un code couleur. Sauf que on se doute que ce code couleur n'est pas suffisant parce que l'objet, un objet d'une même couleur, donc c'est pour ça qu'il y a 2 autres couches. Il y a une couche qui va nous indiquer la saturation de la couleur et une couche qui va nous indiquer la luminosité de la couleur. Donc voilà une deuxième façon de stocker une information de couleur. Le deuxième espace colorimétrique que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est l'espace Lab, qui est connu des photographes. Alors là, on a quelque chose de différent. On a un peu de mélange de couleurs et un indice de clarté. Donc ça, l'indice de clarté, c'est la première couche. Ensuite, on a ceci. Donc on voit qu'on a sur les couches A et B, donc la deuxième et la troisième couche, des couleurs ici, et on va avoir donc les coordonnées de cette couleur sur ces 2 couches. On est presque sur un mélange de RGB, encore que j'exagère parce que là il n'est pas question de mélange de couleurs, mais c'est une autre façon de stocker la couleur. Voilà, on stocke la couleur avec une sorte de palette que l'on a en 2 dimensions, et la troisième va nous donner la clarté de cette couleur. Enfin, l'espace colorimétrique YCBCR, qui est beaucoup moins connu, sauf pour ceux qui font de la vidéo, mais en fait, il n'est même pas spécialement conçu pour la vidéo, mais pour la transmission de la vidéo. Il est censé régler un certain nombre de problèmes. Donc là, on a une première couche dans laquelle on stocke ce qu'on appelle la luminance, c'est-à-dire le signal en noir et blanc. Et ensuite, on a 2 informations, 2 autres couches, donc on a aussi 3 couches sur cet espace colorimétrique, 2 informations de chrominance. Et en fait, la reconstruction des couleurs se fait avec les calculs qui sont ici. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo avec tous ces articles qui expliquent comment est stocké de façon précise, comment est stockée l'information de couleur. Dernière petite chose, pour passer d'un espace colorimétrique à un autre dans OpenCV, c'est très simple. On a une fonction CVT Color à qui on donne donc notre image d'entrée. Il va falloir lui dire de quel espace colorimétrique vers quel espace colorimétrique on veut aller. Il y en a pas mal. Et la fonction va nous renvoyer l'image dans ce nouvel espace colorimétrique. Alors, il y en a pas mal. On a la liste ici. Voilà, Color Conversion Code. Et là, vous voyez que il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous pourrez en tester d'autres. Moi, je vais tester ceux qui, à mon avis, donnent les meilleurs résultats. C'est parti pour le programme. On va faire ça en Python comme d'habitude. Je vais prendre l'espace colorimétrique Lab et je ne vais pas prendre les 3 couches. Je vais prendre que la couche sur laquelle il y a les couleurs, donc la couche 1 et 2. Alors là, je vais parcourir mon répertoire avec mes images. Ça, c'est une petite librairie qui est sympa, à qui on peut donner comme ça simplement un répertoire avec une expression régulière. Là, on va prendre tous les fichiers qui commencent par I et qui sont des PNG. Donc, je vais ouvrir mon image. Là, je vais juste redimensionner parce que j'ai des images de toutes les tailles. Donc, je vais juste la redimensionner dans une taille qui est ici. Vous pourrez changer ça, bien sûr. Et je vais afficher cette image histoire de voir à quoi ça ressemble.
Puis on va changer donc d'espace colorimétrique. Donc là, vous voyez, il faut donner à la fonction cvtcolor, il faut lui donner cv2.color underscore bgr, puisque c'est l'espace colorimétrique par défaut lorsqu'on ouvre une image. Et on va aller vers lab. Donc là, je lui donne bgr to lab. Et qu'on a la variable espace qui est ici. Vous pourrez donc ici tester d'autres choses, hein, HSV ou autre. Donc changement d'espace colorimétrique, et je vais aussi changer la géométrie du tableau qui est ici. Ce que je veux, c'est un tableau dans lequel je vais avoir en coordonnées en abscisse. Je vais avoir ici la première couche, et en ordonnée, je vais avoir la seconde couche. Donc c'est pour ça que ici, je fais un changement de géométrie. Et déjà, juste pour voir ce que ça donne, je vais faire un plot. Donc ici, j'utilise Matplotlib, hein, juste pour faire des graphes. Ici, on va lui demander d'afficher tous les points, justement, de ce X, ici, dont je viens de changer la géométrie. On va juste regarder à quoi ressemblent les points dans cet espace colorimétrique, mais juste sur les couches 1 et 2. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà donc mon image. Donc là, on reconnaît un sac, mais voilà, ici, on a la couche A et ici, on a la couche B. Et on voit tous les points ici des pixels. Donc là, ça représente les couleurs qui sont présentes dans cette image. Et donc, il va falloir, avec notre algorithme K-min ou K-moyenne, il va falloir ici essayer de trouver les deux bons clusters de données, les deux bons clusters de couleurs. Pour ça, on va récupérer une fonction dans une librairie qui est assez sympathique. J'ai déjà utilisé cette librairie sur cette chaîne. Il y a plein de petites fonctions sympathiques là-dedans, dont la fonction qui nous intéresse, K-means. Donc notre algorithme des K-moyennes. Alors, pour l'utiliser, il suffit de faire appel à cette fonction en lui donnant le nombre de clusters. Donc, je vais commencer avec K égale 2, mais on testera d'autres cas après. Donc, on lui donne ici le nombre de clusters, et ensuite on va faire appel à la fonction fitPredict à qui on va donner les données que l'on a préparées ici. Que va nous renvoyer cette fonction? Elle va nous renvoyer un tableau qui est de la même taille que X et qui va nous dire dans quelle classe se trouve chacun des éléments de X. Ici, comme on a deux clusters, on va avoir deux classes, la classe 0 et la classe 1. Et chacun des points de X en fait va être rangé dans la bonne classe. Donc ça, c'est le tableau que l'on va récupérer ici et que l'on va afficher. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. On va afficher ici à nouveau notre X, mais en lui précisant cette fois-ci c'est égal pred. Donc les éléments de X vont être affichés dans des couleurs différentes. Du coup, on va visualiser avec des couleurs ce cluster. Et on va aussi afficher les centroïdes de ces deux clusters. On va voir à quoi ça ressemble. Revoilà le graphe. Donc ça, c'est le graphe de tout à l'heure. On va appuyer sur Q pour aller sur l'image suivante. Voilà. Et ici, notre algorithme a coupé les points en deux, a fait deux ensembles, a fait deux clusters de points qui sont censés donc être deux clusters avec les couleurs les plus proches dans cet espace colorimétrique. On voit en rouge les centroïdes, donc ils ne sont pas forcément au milieu. On a probablement ici par exemple une densité de points qui est beaucoup plus élevée. Donc voilà, par exemple pour k égale 2, ça donne ceci. Pour k égale 3, on aurait par exemple ceci. Pour k égale 4, on aurait ça, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va générer une image qui va être l'image segmentée, histoire de voir ce que ça donne. Donc je récupère mon tableau avec mes classes, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dans Pred. On va juste faire un reshape, donc on va rechanger la géométrie, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à une image. On va remettre ça en 2 dimensions. Je vais diviser les valeurs de Pred par k-1. Alors qu'est-ce que je fais ici? Quand on veut afficher une image avec image show d'OpenCV, on peut lui donner une image avec un tableau de flottants, des flottants qui sont entre 0 et 1. Et à ce moment-là, l'image sera affichée en noir et blanc. Donc ici, je vais diviser par k-1. Alors là, comme k égale 2,
on divise par 1, ça ne sert pas à grand chose, mais quand on mettra k égale 3 ou k égale 4, on divisera par 2 ou on divisera par 3. Ici, si j'ai k, donc juste pour rappel, hein, si j'ai k clusters, je vais avoir donc des nombres entre 0 et 3, et moi je veux des nombres entre 0 et 1, c'est pour ça qu'il faut que je divise par 3. Donc c'est ce que je fais ici, je normalise juste entre 0 et 3. Entre 0 et 1, pardon. Donc on va voir à quoi ressemble cette image. Bien, donc voilà mes points. Hop, je vais appuyer sur Q. Voilà donc après séparation. Et enfin, voilà le résultat. Donc là, on voit que l'algorithme s'en est plutôt bien sorti. On a réussi à séparer les images, les couleurs de fond, des couleurs du chiffre 5. Et du coup, ici, on le voit vraiment beaucoup mieux. On peut aller regarder sur l'image suivante. Donc l'image suivante, c'est 73, pardon. J'ai bien fait de passer le test. Donc on a quelque chose d'un peu différent et ça marche aussi bien. Alors il faut dire que là, on a des couleurs qui ressemblent beaucoup. Donc voilà pour ce premier programme. Ok, on a un programme qui marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer différents espaces colorimétriques. Voilà, donc le programme en version complète. Ici, je vais préciser tous les espaces colorimétriques dans lesquels je veux faire un test. Ici, je vais préciser les couches que je veux récupérer. Alors, pour celui-là, je vais en récupérer qu'une. On a de bons résultats avec la couche 1. Par contre, pour HSV, je vais prendre 0 et 2, donc la couche de couleur et la dernière qui est la couche de saturation. Et pour Lab, je vais reprendre 1 et 2. Et cette fois-ci, on va tester entre 2 et 4 clusters. Donc, 2 groupes, 3 groupes et 4 groupes. Ce que je fais dans la suite du programme, c'est exactement ce que j'ai fait avant. Je vais juste, au lieu d'afficher, donc ici on a 3 espaces colorimétriques avec 3 clusters, au lieu d'afficher 9 images, ça va être un peu, ça va pas être évident à gérer sur un seul écran. Je ne fais que les remettre dans un même tableau et j'affiche l'image résultat. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté dans ce morceau de code. On va regarder les différents résultats. Voilà mon image et donc là on retrouve, alors là dans l'ordre on a au début YCRCB, c'est la première ligne, ensuite HSV c'est la deuxième ligne et la troisième ligne c'est Lab. Pour ce qui est des colonnes, donc là c'est avec K égale 2, 2 clusters de couleurs, la colonne du milieu 3 clusters de couleurs et la dernière colonne K égale 4. Bon, alors après avoir fait différents tests, les meilleurs résultats sont en général sur Lab et YCRCB. Même si sur des images, on va dire, plus classiques, sur des photos par exemple, Lab est un peu plus performant. Mais on va déjà regarder là ce que ça donne sur cette série d'images. Alors, bon, là on a les mêmes couleurs, donc on voit que ça marche bien. On va aller sur la suivante. Celle-là est beaucoup plus facile à lire. Le 26, même si on a deux couleurs différentes. Ici, on voit que Lab et YCRCB s'en sortent vraiment très très bien. Avec un nombre de cas plus grand, c'est pas extraordinaire ici. Le K égale 2 est souvent meilleur. Ce qui est assez logique quand on connaît les images. Alors, là c'est marrant parce que ici, je m'en étais pas trop aperçu, mais c'est vrai que là, on a des couleurs un peu différentes et on le voit lorsqu'on fait ça en lab. Ici, on a l'impression de voir qu'un 3, alors que YCRCB ici s'en sort beaucoup mieux. Bon, là, on a le même type de couleur. Ici aussi. Là, les couleurs sont très tranchées, donc là, ça passe avec presque tous les espaces colorimétriques. Le 42, il n'y a pas de souci. Là, par contre, ça commence à être beaucoup plus difficile à lire. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a que le premier qui s'en sort bien. Toujours avec un K égale 2. C'est toujours YCRCB qui s'en sort. Donc voilà pour ces images. J'ai voulu aussi tester avec, on va dire, des vraies images, des photos. Donc là, ce sont des photos de fleurs. Donc ici, par exemple, on a 3 couleurs. On va dire qu'il y a la couleur de fond, on a la rose et on a du vert ici. Donc là, on aurait plutôt envie de prendre
un cluster égal à 3. Alors c'est là où on voit que sur des vraies images, on va dire, Lab souvent donne de très très bons résultats. Ici on a juste la rose, ici on a réussi à séparer la rose des feuilles, même s'il y a un peu de noir au milieu. C'est vrai qu'il y a un petit manque de luminosité ici. Peut-être que ici on est meilleur en haut. Par contre c'est marrant, on a presque l'impression que c'est pixelisé sur cette image. C'est assez étrange ce résultat sur la première ligne. On va voir avec d'autres images, toujours de fleurs. Bon, là avec k égale 2, on arrive bien à séparer la fleur du fond. Ça marche plutôt bien. Voilà, là aussi c'est pas mal. Bon voilà, donc de ce que j'ai pu voir, on arrive à séparer donc des objets en fonction des couleurs sans avoir à préciser la couleur comme c'est le cas dans InRange. L'algorithme Camine va faire le travail et assez souvent les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir c'est avec l'espace colorimétrique Lab et ensuite il faut adapter le cas au nombre de couleurs de la photo. Une dernière petite remarque, notamment concernant l'espace HSV, mais c'est peut-être un problème que l'on trouve sur dans d'autres espaces colorimétriques. Donc on a dit que la première couche est un code couleur. Donc ici par exemple on va de 0 à 360. Et si je prends le rouge ici, on pourra avoir quelques pixels qui sont en rouge et qui ont le code par exemple 2. Mais on peut aussi avoir quelques pixels qui ont le code 358. Et du coup, quand on va utiliser notre algorithme Camine, comme les données vont être de part et d'autre du graphe, on va avoir un résultat un peu étrange sur le centroïde. On va avoir un résultat un peu étrange avec cet algorithme des K moyennes. On va regarder ce que ça donne avec l'image que j'ai utilisée tout à l'heure. Revoilà mon 5. Donc j'ai le programme de tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais Lab, ici j'ai HSV. Et je prends les couches 0 et 2. Donc 0 c'est la couleur. Donc comme il y a du rouge, bien sûr, on a des valeurs autour de 0 ici, mais on a aussi des valeurs à la fin. Et en fait, cette représentation donc, circulaire pose problème ici, parce que là, lorsqu'on va découper ça en cluster, voilà ce que ça va donner. Voilà, on va avoir les points qui sont classés ici dans ce cluster, alors qu'ils devraient plutôt être classés dans celui-là. Voilà, donc on peut avoir ce genre de problème lorsqu'on a des couleurs comme ça qui sont, on va dire, sur un disque, qui sont dans une représentation circulaire. On peut avoir ce genre de soucis, donc faites attention à ça. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, je vous laisse tout le code à disposition sur mon GitHub. L'adresse est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à tester d'autres espaces colorimétriques, de faire des tests avec d'autres couches et mettez les résultats dans les commentaires histoire de partager tout ce travail avec tout le monde. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et en attendant, je vous dis à bientôt.